Mais qui a écrit les Hunger Games? Ces livres connus mondialement, vendus à plus de 100 millions d'exemplaires. Chaque tome a été adapté en film. On connaît tous l'histoire de Katniss et des Jeux de la Faim, et encore cette année, un autre tome a été publié. Mais alors qui a écrit ces livres qui seront d'ici une dizaine d'années sûrement considérés comme des classiques? Eh bien, l'autrice des Hunger Games, c'est Suzanne Collins. Et c'est une écrivaine tellement mystérieuse qu'on ne sait pas si actuellement elle est en train d'écrire un autre tome des Hunger Games ou si elle en a fini avec cette dystopie. Mais en tout cas, dans cet épisode, je vais vous parler d'elle, de sa vie, enfin du peu que nous savons sur sa vie, et surtout de ses romans, les Hunger Games. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Les femmes écrivaient aussi. Non mais n'importe quoi là, on sait tous que les femmes n'écrivaient pas. Tous les plus grands classiques de la littérature ont tous été écrits par des hommes. C'est une connaissance universelle que les femmes n'écrivaient pas, donc pourquoi tu t'obstines à faire ce podcast, Maëva? Alors, il y a tellement de choses qui ne vont pas dans ce que tu viens de dire, et c'est surtout que les femmes ont écrit énormément de classiques connus aujourd'hui, et elles continuent d'écrire des classiques. La preuve en est aujourd'hui avec cet épisode sur Suzanne Collins. Elle a écrit les Hunger Games, des livres qui seront très certainement considérés comme des classiques plus tard. Donc les femmes ont toujours écrit, elles ont toujours écrit des classiques, et surtout elles continuent d'écrire et continueront d'écrire des classiques. Donc comme je le disais avant d'être coupée par moi-même, je vous souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode de Les femmes écrivaient aussi. Pour cet épisode, on ne va pas retourner beaucoup dans le passé puisqu'on va parler d'une écrivaine actuelle, Suzanne Collins. Mais par contre, on va voyager dans le monde puisqu'on part aux États-Unis pour découvrir l'histoire de sa vie. Partie 1. Enfance, adolescence et âge adulte de Suzanne Collins. Suzanne Collins naît le 10 août 1962 à Hartford, dans le Connecticut, aux États-Unis. Elle est la plus jeune des 4 enfants de sa famille. Sa mère est Jane Brady Collins et son père le lieutenant-colonel Michael John Collins. Celui-ci était professeur d'histoire mais également officier dans l'armée de l'air. Sa carrière fera que sa famille devra énormément déménager durant l'enfance de Suzanne, allant de l'Indiana jusqu'en Belgique ou encore à Birmingham, dans l'Alabama, ville d'ailleurs dans laquelle Suzanne a été diplômée de son lycée. Durant son enfance, entrecoupée par tous ces déménagements, Suzanne a gardé les mêmes passions jusqu'à son adolescence. Elle aimait évidemment la lecture, aussi la gymnastique, et elle adorait explorer la forêt à côté de chez elle avec ses amis. Et durant son enfance, elle est également beaucoup partie en vacances, voyages avec ses parents. Durant ses vacances en famille, ils visitaient tous ensemble des lieux historiques, comme d'anciens champs de bataille. Son père alors expliquait le conflit qui avait eu lieu et les détails de la bataille. C'était de véritables leçons d'histoire que Michael donnait à ses enfants. Il voulait tout simplement que ses enfants comprennent ce qu'était la guerre, les enjeux qu'il y avait dans les guerres, leur complexité, et surtout, pourquoi est-ce qu'il y avait des guerres. Ce qui fait que Suzanne Collins a énormément été éduquée sur le sujet de la guerre et des conflits durant toute son enfance. Et au-delà de ses vacances sur fond historique, Suzanne a également été très marquée par la guerre durant son enfance. En effet, lorsqu'elle avait 6 ans, son père est parti avec l'armée à la guerre du Vietnam. La mère de Suzanne essayait de protéger ses enfants en ne leur montrant que très rarement les actualités. Également, elle ne leur en disait pas trop sur la guerre en cours. Mais un jour, alors que Suzanne avait donc 6 ans, elle a allumé la télévision et s'est retrouvée face à des images de la guerre du Vietnam. Elle s'est alors retrouvée terrifiée par ce qu'elle voyait, puisqu'elle ne pouvait pas s'empêcher de penser à son père qui, lui, y était. Il y était dans cette guerre de laquelle elle voyait les images à la télévision. Depuis ce jour-là, les images de conflits qui passaient à la télévision est quelque chose qui a profondément marqué Suzanne Collins. Et encore aujourd'hui, elle est tout sauf insensible à ces images. Elle pense directement aux personnes qui ont de la famille sur place. Et ce petit détail de l'enfance de Suzanne Collins sur la guerre et la télévision, je trouve que ça explique beaucoup sur les ouvrages qu'elle écrira plus tard, notamment les Hunger Games. Mais lorsqu'elle était enfant et adolescente, elle ne regardait pas que les actualités à la télévision, elle aimait également beaucoup regarder des films, notamment elle adorait voir des films de gladiateurs. Parmi les films qui l'ont marquée durant son enfance, il y a Spartacus ou encore Démétrius et les gladiateurs. Durant son enfance, elle aimait donc énormément regarder des films avec des gladiateurs, mais elle aimait aussi énormément se renseigner sur la mythologie grecque. Et son mythe préféré, ça a toujours été celui de Thésée et le Minotaure, et je vous conseille de ne pas oublier cette information. On en aura besoin plus tard dans l'épisode. Et il n'y a pas que des films qui l'ont marquée durant son enfance, puisqu'elle lisait énormément, donc il y a plusieurs livres qui l'ont profondément marquée. Parmi les livres qui l'ont énormément marquée, on a Sa Majesté des Mouches de William
William Golding ou encore 1984 de George Orwell. Il y a également Un raccourci dans le temps de Madeleine L'Angle. Elle aimait aussi beaucoup lire Ray Bradbury et elle lisait aussi énormément de livres young adultes comme Le Lys de Brooklyn de Betty Smith ou encore Le cœur est un chasseur solitaire de Carson McCullers. Et ces livres y composent également toutes les grandes inspirations littéraires qu'elle a eues pour sa future carrière dans l'écriture. Ensuite, en 1985, alors qu'elle a 23 ans, Collins est diplômée de l'Université d'Indiana. Elle est diplômée en théâtre et télécommunications. Mais elle n'arrête pas tout de suite ses études, puisqu'elle étudie ensuite l'écriture dramatique à l'Université de New York jusqu'en 1989. Elle restera d'ailleurs habitée à New York jusqu'en 2003. C'est donc en 1991, une fois ses études terminées, que sa carrière dans la télévision commence. Et c'est d'ailleurs cette même année, donc en 1991, qu'elle rencontrera Charles Cap Prior, qu'elle mariera un an plus tard en 1992. Charles, c'est un mari qui sera toujours là pour encourager Suzanne dans ses différents projets. Ils auront plus tard 2 enfants ensemble, Charlie et Isabelle. Mais revenons un petit peu dans sa carrière dans la télévision qui doit vous intriguer. Qu'est-ce qu'elle a fait pour la télé? Eh bien, elle a tout simplement commencé comme scénariste pour des séries télévisées pour enfants. Elle a d'ailleurs travaillé sur plusieurs séries Nickelodeon comme Little Bear, Clarissa Explains It All ou encore Wow Wow Wabzy. Elle a ensuite été chef scénariste sur le spin-off de la série Clifford. Vous savez, le gros chien rouge? Moi j'aimais bien la série, du coup je me demande si j'ai vu quand j'étais enfant la série qui a été écrite par Suzanne Collins. Sûrement. Donc ça veut dire qu'on connaissait peut-être tous Suzanne Collins avant d'avoir lu les Hunger Games. Hein. Waouh. À cette époque, donc au début des années 2000, elle avait d'ailleurs reçu un prix pour ses scénarios, le Writer Guild of America. Pendant plus de 10 ans, elle a donc travaillé pour la télévision jusqu'à ce qu'une rencontre change tout. En effet, alors qu'elle travaillait sur un nouveau projet télévision, elle a fait la rencontre des enfants de l'auteur de livres pour enfants James Promos. C'est vraiment cette rencontre qui va tout changer, cette rencontre avec les enfants de James Promos, puisque ça va donner envie à Suzanne Collins d'écrire elle aussi des livres pour enfants. Elle se met alors à écrire une série de livres qui fera partie des best-sellers du New York Times. Rien que ça. La série de livres s'appelle The Underland Chronicle et ça a été traduit en français par Grégor. Voilà, en France on a fait simple. Cette série de fantasy est donc composée de 5 tomes, publiés entre 2003 et 2007. On y suit Grégor, un garçon de 11 ans qui vit à New York avec sa famille. Un jour, sa petite sœur très curieuse l'emmène dans la buanderie de leur immeuble, où ils tombent tous les deux au travers d'une trappe. Ils atterrissent alors à Regalia, la capitale de la sous-terre, un monde peuplé d'habitants à la peau translucide et d'animaux géants, comme des cafards ou encore des rats. Alors déjà, là, moi, ce que je me dis, c'est que ça me tente beaucoup trop, et c'est surtout, ça me donne envie de découvrir l'écriture de Suzanne Collins en dehors des Hunger Games, donc ça me donne très envie d'au moins lire le tome 1 de ces livres, et je peux pas m'empêcher aussi de me dire que ça aurait été des livres que j'aurais adoré lire au collège. Et donc laissez-moi vous lire les titres de chacun des 5 tomes de cette série, pour que si jamais vous les croisez en librairie, vous sachiez ce que c'est. Le tome 1, c'est Grégor et la prophétie du gris. Le tome 2, c'est Grégor et la prophétie du fléau. Le tome 3, c'est Grégor et la prophétie du sang. Le 4, Grégor et la prophétie du secret. Et le dernier tome, le tome 5, c'est Grégor et la prophétie du temps. Donc comme vous pouvez le voir, avec Grégor, c'était des histoires de prophéties. C'est donc des livres qui ont eu un certain succès à leur sortie aux États-Unis. Mais ils n'ont été traduits en France qu'à partir de 2012, sûrement à l'époque où on voyait que les Hunger Games marchait beaucoup, la traduction est sortie pour Grégor aussi. Donc c'est une série qui n'a pas énormément marché en France, la preuve en est qu'aujourd'hui on ne peut pas retrouver la série au complet, à part d'occasion. Mais pendant ces années-là, Collins n'a pas écrit que la série de Grégor, puisqu'en 2005, elle a aussi écrit un livre pour enfants. Donc c'est un livre qui a ensuite été illustré et qu'elle a écrit avec des rimes. Et ce livre pour enfants, il s'appelle When Charlie McButton Lost Power. Et c'est également au début des années 2000, donc au début de la sortie de la série Grégor, que Suzanne a déménagé au Connecticut avec sa famille. Donc là, ce qu'il faut qu'on retienne de ce passage de la vie de Suzanne Collins, c'est qu'au début des années 2000, elle avait déjà énormément d'expérience en matière d'écriture. Et aussi, mine de rien, qu'elle était déjà connue dans le monde de l'édition aux États-Unis. Ce qui fait que sa deuxième série de livres, publiée en 2008, a été publiée assez facilement. Elle avait déjà des lecteurs prêts à la lire et son nom était connu dans les librairies. C'est donc tous ces détails qui font qu'elle n'a pas hésité une seule seconde lorsqu'elle a eu cette idée des Jeux de la faim. Cette idée lui est venue un soir alors qu'elle zappait sur sa télévision. Et elle savait déjà que ces Hunger Games seraient publiés, donc elle s'est tout de suite mise à écrire. Partie 2. Suzanne Collins, l'autrice des Hunger Games. Donc la question qu'on se pose tous actuellement, c'est mais comment Suzanne Collins a-t-elle eu l'idée des Hunger Games après avoir écrit sa série Grégor, qui est tout à fait opposée de l'univers de Panem avec les Jeux de la faim? Eh bien laissez-moi vous raconter l'histoire du soir où Suzanne Collins a eu l'idée des Hunger Games.
Il était tard. Un soir, Suzanne Collins était dans son lit en train de zapper entre les différentes chaînes télé. Elle s'est retrouvée à zapper d'une télé-réalité pour aller ensuite à des images de la guerre en Irak, puis elle est retournée à la télé-réalité, puis aux images de la guerre. Elle a fait des allers-retours comme ça entre ces deux chaînes, donc la télé-réalité et la guerre, et les images ont commencé à se mélanger dans sa tête. Elles se sont mélangées d'une manière assez déstabilisante. Et c'est là que ça l'a frappée. Elle venait d'avoir l'idée des Jeux de la faim. Elle s'est alors mise à combiner les deux programmes télévisés qu'elle regardait jusqu'à se demander ce qu'ils donneraient ensemble. Cette opposition entre la vie et la mort, et le fait que ce soit du divertissement pour le grand public. Elle s'est alors retrouvée à penser à tous ces films de gladiateurs qu'elle aimait tant étant enfant. Elle s'est tout de suite retrouvée attirée par l'idée de travailler avec tous ces éléments. Elle a ensuite pensé aux circonstances qui feraient entrer les participants dans ces horribles Jeux de la faim. Son enchaînement de pensées l'a alors ramenée jusqu'au mythe de Thésée. Elle s'est alors dit qu'elle allait tout simplement reprendre l'histoire du mythe de Thésée. Dans ce mythe de la mythologie grecque, les Athéniens sont forcés d'envoyer chaque année 7 garçons et 7 filles en Crète, où ils sont alors sacrifiés, mangés par le Minotaure. Tout cela dans le but de faire payer à Athènes la mort du fils de Minos, le roi de Crète. Événement qui est arrivé bien des années plus tôt. Chaque année, les garçons et les filles sont sélectionnés au hasard. Moi, je sais pas vous, mais cette sélection au hasard, ça me rappelle la sélection des filles Trinket. Ensuite, les enfants étaient envoyés en tant qu'hommage en Crète. Et le mot hommage, en anglais, il se traduit par tribute, tribu. Ce qui a donné l'idée à Suzanne Collins d'appeler les participants des Hunger Games les tribus. Et les ressemblances continuent puisque les Hunger Games, tout comme le fait que les garçons et les filles soient envoyés se faire tuer par le Minotaure, eh bien c'est en fait un rappel annuel de qui est au pouvoir, afin qu'Athènes dans le mythe et que les districts dans les Hunger Games n'oublient pas leur place. Et les crimes causés presque 100 ans auparavant, crimes desquels ils paient toujours le prix. Collins s'est donc plongé dans la création de ces Jeux de la faim en s'inspirant donc du mythe de Thésée, mais également des actualités et de télé-réalité. C'est comme ça, avec tous ces petits éléments, que l'histoire a commencé à prendre forme dans sa tête. Puis une fois que Panem, les Jeux de la faim et les districts étaient bien mis en place, elle a enfin commencé à penser au personnage de Katniss. Mais avant de continuer de parler des différentes inspirations de Suzanne Collins pour la création de ces Hunger Games, j'aimerais bien vous faire un petit résumé du tome 1, afin qu'on ait tous l'histoire en tête et qu'on soit prêt pour la suite des explications. Donc les Hunger Games, en français les Jeux de la faim, sont des jeux télévisés organisés par le Capitole dans le but de faire payer aux 12 districts. Les districts en fait c'est des sortes de petites villes qui cultivent les ressources nécessaires pour les envoyer aux habitants du Capitole, la capitale de ce pays qu'est Panem. Les Hunger Games servent donc à faire payer les districts de la révolte qu'ils avaient fait 74 ans plus tôt. En effet, chaque année, chaque district doit envoyer 2 tribus, un garçon et une fille, de 12 à 18 ans, choisis au hasard. Ces 24 tribus sont ensuite envoyées dans les Hunger Games, où ils seront dans une arène et où ils devront se battre jusqu'à ce qu'il ne reste qu'un enfant. Le gagnant se voit alors attribuer une maison dans le village des vainqueurs de son district, ainsi que de l'argent chaque mois, ce qui fait généralement d'eux les personnes les plus riches de leur district, puisque les districts sont très pauvres. Et dans le tome 1, on va suivre l'histoire d'une des tribus de ces districts, Katniss Everdeen, qui s'est portée volontaire. Elle vient du district 12, celui qui produit le charbon, qui est aussi réputé pour être le plus pauvre. Et depuis la mort de son père, alors qu'elle était enfant, elle s'est battue pour survivre et nourrir sa famille, allant chasser dans les bois avec son arc, ce qui est totalement interdit. Et c'est cette habitude de chasser qui fera que Katniss aura peut-être une chance de gagner les Hunger Games. Ce qui ferait d'elle la première gagnante du district 12 depuis plus de 20 ans. Alors, est-ce que je vous en dis plus ou ça nous a suffi à nous rafraîchir la mémoire ? Je pense que ça va suffire en vrai parce que j'ai pas non plus envie de spoiler l'histoire, on sait jamais s'il y a des personnes parmi vous qui regardent et qui n'ont pas encore ni vu ni lu les Hunger Games. En tout cas, voilà les points importants à retenir de cette dystopie. Et avec ce résumé, on comprend très bien le lien qu'il y a entre les Hunger Games et le mythe de Thésée, la grande inspiration pour ces romans. Mais il y a également plein d'autres détails de la vie de Suzanne Collins qui l'ont aidée pour son écriture des Hunger Games. Par exemple, pour créer les game makers des Hunger Games, donc les personnes qui gèrent un petit peu les jeux de la faim, donc les personnes du Capitole, elle s'est beaucoup inspirée des personnes qui travaillaient avec elle lorsqu'elle travaillait en télévision. Elle s'est inspirée de ses collègues, mais également de sa propre expérience alors qu'elle travaillait en télévision. Tout ça, ça l'a aidé à établir tout ce côté divertissement des Hunger Games, par exemple les interviews qu'on a avec les tribus, ou encore la manière dont sont filmés les jeux. Elle s'est aussi beaucoup inspirée des différents livres qu'elle avait déjà lus dans sa vie pour établir son univers. Mais il y a un livre en particulier qui l'a énormément inspirée pour créer le district 12, le district du charbon. C'est un classique français en plus qui l'a inspirée puisque c'est évidemment Germinal d'Émile Zola. Et on comprend très bien pourquoi Germinal a inspiré le district 12.
puisque Germinal raconte la vie des mineurs du Nord en France au XIXe siècle. On y découvre les conditions misérables des mineurs, ce que Collins a très bien retranscrit dans son district 12. Donc après s'être organisé dans toutes ses idées et dans toutes ses inspirations pour les Jeux de la Faim, les districts Panem ou encore Katniss Everdeen, Suzanne Collins s'est mise à la rédaction de son premier manuscrit. Elle a enfin commencé à écrire les Hunger Games. Et c'est donc 1 an après la sortie du dernier tome de Gregor que The Hunger Games, juste Hunger Games en français, est publié, en septembre 2008. Et 1 an seulement plus tard, en septembre 2009, le second tome est publié. Et ensuite, à peine 1 an après la sortie du 2e tome, en août 2010, le 3e tome sort en librairie. Le 3e tome s'appelle La Révolte et c'est le dernier tome de la trilogie avec Katniss. Mais en France, on n'a pas tout de suite eu les Hunger Games après leur sortie aux États-Unis, il a fallu attendre un petit peu pour avoir la traduction. En effet, les dates de sortie en France sont 2009, 2010 et 2011, donc ça fait 1 an de décalage par rapport à la VO. Et vu que les droits pour les films ont été signés assez rapidement pour les Hunger Games, je me demande si la traduction, ça découle du fait que l'adaptation en film avait été annoncée ou si la traduction était déjà lancée en France avant que les films soient annoncés. Ça, c'est quelque chose qui m'intéresse, mais j'ai pas réussi à trouver l'info sur internet. Maintenant, parlons un petit peu des chiffres qui ont découlé de la sortie des Hunger Games. Donc déjà en 2009, en à peine 14 mois de publication, il y avait déjà eu plus d'1,5 million d'exemplaires des 2 premiers tomes vendus. Et ça, c'était seulement en Amérique du Nord. Et le premier tome, il a été présent sur la liste des best-sellers du New York Times durant plus de 60 semaines d'affilée. C'est donc assez rapidement que les droits cinématographiques ont été rachetés par Lionsgate. Le premier film serait produit par Nina Jacobson et c'est Suzanne Collins qui allait adapter le livre en scénario. Puisqu'on se rappelle, avec ses débuts dans la télévision, elle avait beaucoup d'expérience en matière de scénario. Mais elle a quand même fait face à plusieurs challenges avec l'adaptation des livres jusqu'au film. Par exemple, le premier challenge auquel Collins a fait face en adaptant le livre en film, c'est de passer en fait d'un livre à la première personne à un film où on ne connaît pas les pensées du personnage principal. Donc ça, c'était tout ce challenge de réussir à retranscrire les pensées de Katniss à l'écran sans être dans sa tête comme on peut l'être dans le livre. Et ça, c'est un challenge qu'elle s'est donné elle-même, puisqu'elle voulait que dans le film, on ait bien plus la présence et qu'on montre bien plus les game makers du Capitole qui interviennent dans les jeux, alors que dans le livre, vu qu'on n'a que l'expérience de Katniss, on n'a pas vraiment la présence de toutes ces caméras, de tous ces moments où le Capitole intervient dans les jeux. Donc elle a vraiment voulu, avec le film, montrer plus ce côté-là derrière les jeux. Aussi, un autre challenge avec cette adaptation, c'est qu'elle voulait ouvrir le livre et qu'on sorte un petit peu de l'histoire de Katniss, qu'on n'ait pas finalement que le point de vue de Katniss. Qu'il y ait des moments en fait où on soit dans le Capitole, dans les districts ou encore avec la famille de Katniss ou ses amis comme Gale. Que le film ne soit pas que sur Katniss tout du long. Puisque dans le livre finalement on connaît toutes les personnes de la famille de Katniss. On connaît également très bien Gale, tout ça grâce aux souvenirs de Katniss. Mais pour retranscrire cette même présence au cinéma, Suzanne elle a voulu montrer la famille de Katniss mais également Gale pendant les jeux de Katniss. Donc dans le présent. Le premier film, réalisé par Gary Ross, a donc débuté le tournage au printemps 2011, avec l'actrice Jennifer Lawrence pour interpréter Katniss. Après le succès phénoménal du premier film, les films suivants n'ont pas tardé à suivre. Le deuxième film, L'Embrasement, est sorti en 2013, et le livre La Révolte a été divisé en 2 films qui sont sortis en 2014 et 2015. Alors que ce soit pour les romans ou bien pour les films, chaque sortie était énormément attendue. Les lecteurs attendaient la suite de l'histoire et ceux qui regardaient seulement les films aussi attendaient la suite. Il y a donc beaucoup de discussions qui ont commencé à voir le jour et avec ces discussions, les théories ont commencé à arriver. Et la théorie, dans les années 2000, la théorie la plus abordée, que ce soit sur les sites internet ou alors en convention, c'était à quoi ressemble Panem ? Quelle est la carte de Panem, quelle est la carte de l'Amérique du Nord à l'époque des Hunger Games. Ce sujet était quelque chose qui suscitait énormément l'attention des fans des Hunger Games. Mais il a fallu attendre la sortie du dernier tome, du tome 3, pour enfin avoir une carte de Panem. Et c'était intentionnel en fait, que la carte ne sorte pas tant que tous les livres n'étaient pas sortis. Puisque Suzanne Collins ne voulait pas que les lecteurs aient plus d'informations que Katniss. Celle-ci ne savait probablement pas où était situé le district 12 sur une carte de l'Amérique du Nord, et donc il fallait que le lecteur soit au même niveau qu'elle. Pour que les lecteurs aient une bonne expérience de lecture et n'en sachent pas plus que Katniss, eh bien Suzanne Collins a toujours refusé de diffuser une carte de Panem avant la sortie du dernier tome. Donc ça, je trouve ça assez amusant, puisque dans la plupart des dystopies ou même des fantaisies, au début du livre, on a une carte qui nous détaille les emplacements des différentes villes, des villages, etc. Alors que dans les Hunger Games, c'est le contraire. Suzanne Collins ne voulait surtout pas que les lecteurs aient accès à cette connaissance.
Donc je trouve ça assez amusant comme information et je voulais vraiment vous l'évoquer dans cet épisode. Et les théories et conversations autour des Hunger Games ne se sont pas arrêtées après la sortie du dernier tome de la trilogie, puisque les fans et lecteurs continuent bien des années plus tard de parler des livres et des films, ce qui fait que l'ouvrage de Suzanne Collins n'a jamais vraiment perdu en popularité. La preuve en est que des années après la sortie des tomes, en 2012, Amazon a annoncé que Suzanne Collins venait de devenir l'autrice la plus lue sur Kindle. Suzanne Collins a également continué de gagner des prix pour sa trilogie jusqu'en 2012, et les livres ont continué d'être vendus bien des années plus tard, jusqu'à atteindre les 1,7 million d'exemplaires vendus en France, et plus de 100 millions d'exemplaires vendus dans le monde. Et donc là maintenant, j'aimerais finir cette deuxième partie de l'épisode sur une interview que Suzanne Collins a donnée avec des fans. Dans cette interview, ses lecteurs lui demandent si elle pense qu'elle aurait survécu à Hunger Games. Et donc j'ai trouvé ça assez amusant comme moment d'interview, donc je voulais vous le partager. Donc voilà ce qu'elle a répondu. Elle avait tout simplement essayé de voir si elle aurait pu gagner les Hunger Games. Puisqu'à l'époque du coup de la sortie du deuxième tome, donc de l'embrasement aux États-Unis, Scholastic, donc la maison d'édition des Hunger Games, avait sorti à l'époque un jeu interactif sur leur site internet pour voir avec des questions si on aurait survécu à Hunger Games. Et donc Suzanne Collins avait fait ce jeu, elle y avait joué, elle a répondu à toutes les questions et quelle ne fut pas sa surprise en découvrant qu'elle aurait perdu les Hunger Games. Donc ça l'a un peu choquée puisqu'elle s'est dit après tout c'est elle la game maker des Hunger Games, c'est elle qui a créé l'univers, c'est elle qui a créé les jeux de la fin. Mais finalement, après réflexion, elle s'est rendue compte que, bah oui, elle aurait perdu si elle avait participé aux Hunger Games. Déjà, sa stratégie, ça aurait été comme Roux ou comme Katniss, de se cacher dans les arbres. Mais malgré cette stratégie proche de celle de Katniss, elle ne pense pas qu'elle aurait survécu. Et elle pense très sincèrement que c'est la réalité. Si les Hunger Games existaient, elle n'y aurait pas survécu, alors que c'est la créatrice des Hunger Games. Et je sais pas ce que vous allez faire avec cette information, mais personnellement, je pense pas non plus que j'aurais survécu à Hunger Games. Voilà, donc en tout cas, je voulais vous partager ce petit moment d'interview que Suzanne Collins avait eu avec des fans, puisque j'avais trouvé ça assez amusant de voir est-ce que Suzanne Collins pensait survivre aux Hunger Games. La réponse est non, et donc je voulais vous le partager dans cet épisode. Donc c'est chose faite, je vous ai parlé de ce petit moment d'interview avec Suzanne Collins, et maintenant on passe à la dernière partie de la vidéo. Partie 3, Suzanne Collins après les Hunger Games. Donc comme vous l'avez sûrement remarqué depuis le début de cet épisode, on n'a que très peu d'informations sur la vie de Suzanne Collins. C'est une écrivaine très discrète, elle n'est pas présente sur les réseaux sociaux et elle ne fait plus d'interviews. D'ailleurs, dans sa vie, elle n'a fait que très peu d'interviews et très peu d'interventions. Il reste seulement une dizaine d'interviews d'elle sur YouTube. Et toutes ces interviews datent de bien avant 2015. Je pense qu'en plus, il y a bien moins de 10 interviews de Suzanne Collins sur YouTube puisque je les ai toutes regardées, il n'y en avait clairement pas 10. Donc on n'avait déjà pas beaucoup de nouvelles de Collins, mais depuis la sortie du dernier film en 2015, plus aucune information sur elle n'est sortie. Et elle n'a fait aucune apparition en public. On sait juste qu'elle vit avec sa famille depuis plusieurs années maintenant dans le Connecticut. Et ce silence radio de la part de Collins a duré 5 ans. Puisque 10 ans après la sortie du dernier tome de la trilogie, un nouveau Hunger Games est publié. En mai 2020 sort en librairie The Ballad of Songbirds and Snake, en français La Ballade du serpent et de l'oiseau chanteur. Une préquelle de la trilogie avec Katniss qui se passe 64 ans plus tôt, avec comme personnage principal Coriolanus Snow, alors adolescent, et la Covey du district 12, Lucy Greybeard. Le livre a instantanément été un immense succès, avec plus de 500 000 exemplaires vendus dans sa première semaine. Et évidemment, ce qui devait arriver arriva. Très peu de temps après la sortie du livre, un film adapté de ce livre est annoncé. Le film sortira 3 ans plus tard, en novembre 2023. Puis, 5 années ont encore passé, après la sortie de la préquelle avec Coriolanus Snow. 5 années ont passé lorsqu'est annoncé pour 2025 un nouveau tome des Hunger Games. Et ce tome-là, c'est l'histoire que tous les fans des Hunger Games attendaient. C'est le récit des jeux d'Amy Abernathy, le gagnant de la 2e édition des jeux d'expiation, les 50e Hunger Games, dans lequel il y avait le double des tribus. Au lieu de 24 tribus, il y avait 48 tribus envoyées dans l'arène. Le livre est sorti en mars 2025 avec le titre en anglais Sunrise on the Reaping et le titre en français Lever de soleil sur la moisson. En une semaine seulement de publication, plus d'1,2 million d'exemplaires ont été vendus seulement aux États-Unis, ce qui est le double des ventes par rapport à la Ballade du serpent et de l'oiseau chanteur. Et bien évidemment, directement après la sortie du roman, un film est annoncé. Le film Lever de soleil sur la moisson sortira donc dans plus d'1 an, le 20 novembre 2026. Le tournage a déjà commencé et moi j'ai qu'une hâte, c'est d'aller voir le film au cinéma dans un peu plus d'1 an. Et voilà, c'est tout.
C'est toutes les informations que j'ai trouvées sur la vie de Suzanne Collins. Cette écrivaine tellement mystérieuse qu'on ne sait pas, qu'on ne peut pas savoir si actuellement elle est en train d'écrire un futur tome des Hunger Games ou si elle en a fini avec cet univers. Est-ce qu'on n'aura plus jamais d'autres tomes ou est-ce que elle est déjà en train d'imaginer la suite ? On n'en sait strictement rien et tout ce qu'on peut faire, c'est se contenter d'attendre. Voir d'ici 5 ans, est-ce qu'on aura un autre livre ? Puisqu'apparemment ça a l'air d'être tous les 5 ans. Donc voyons voir en 2030, qu'est-ce qui va se passer par rapport aux Hunger Games ? Voilà, moi maintenant je vais me contenter d'attendre, de voir si Suzanne Collins va continuer d'écrire ou si elle n'écrira plus du tout, si elle continuera d'écrire justement sur l'univers des Hunger Games ou sur un tout autre univers, une toute autre histoire. J'ai hâte de voir la suite en tout cas, de voir ce que Suzanne Collins va écrire ou de voir si Suzanne Collins n'écrira plus du tout. En tout cas, moi je suis trop contente parce que le mois prochain, vraiment d'ici un mois même pas, je serai à Londres pour aller voir la pièce de théâtre Hunger Games qui va ouvrir vraiment début novembre. Donc j'ai trop hâte d'aller voir cette pièce de théâtre. Ça rendra l'attente jusqu'au prochain film un peu moins longue, je pense, que d'aller voir cette pièce de théâtre à Londres. Mais en tout cas, voilà, pour tout ce que l'on sait sur Suzanne Collins, cette écrivaine mystérieuse qui a écrit ce classique qu'on n'est pas prêt d'oublier, les Hunger Games.